Il a poussé un homme handicapé dans un tas de bouse de vache, sans savoir que c'était son futur beau-père. Tu es aveugle? Regarde ce que tu as fait. Je suis désolé, je n'ai pas fait exprès. Stupide vieux bonhomme, tu n'aurais pas dû être là. S'il te plaît, je ne l'ai pas fait exprès. Chica, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ada, je ne savais pas, je te jure. Ne le touche pas. N'approche plus jamais de mon père. Ada, s'il te plaît. Tu ne peux pas partir comme ça. Pas après tout ce qu'on a traversé. Parle-moi. Quand les gens du village parlaient de Papa Nandi, il baissait toujours un peu la voix, non par peur, mais par respect. Il n'était pas l'homme le plus riche d'Anra. Il ne possédait pas de voiture Tapax en graveleuil, ni ne portait de chaîne en or. Mais tout le monde savait une chose. Si tu passais devant ces terres à l'aube, tu verrais toujours la même silhouette se déplacer parmi le bétail. Un dos légèrement voûté, une claudication, et des mains qui avaient oublié ce que signifiait être douces. Il fut un temps où il n'y avait que 3 vaches maigres et un jeune veuf avec un bébé attaché à sa poitrine. Le jour où Mama Adora mourut, le ciel avait pleuré tout l'après-midi. Les gens venaient avec de la nourriture, des mots, des soupirs longs et des hochements de tête. Mais quand le village se tut à nouveau, quand le dernier endeuillé partit, quand les dernières condoléances s'évanouirent dans les murs, il ne resta plus que lui, un bébé qui pleurait et 3 vaches à nourrir. Cette nuit-là, il était resté dans la cour, la lune traçant une ligne argentée sur son visage fatigué. Ses bras lui faisaient mal d'avoir creusé la tombe. Son cœur souffrait de quelque chose qui n'avait pas de nom. Il regarda sa fille, minuscule, fragile, enveloppée dans un tissu de bébé délavé, et murmura « Je ne sais pas comment, mon enfant, mais je ne te décevrai pas. » Ce fut la première promesse. Des années plus tard, les villageois montraient ces terres du doigt et disaient « Tu vois cette grande ferme ? Elle a commencé avec seulement 3 vaches et un homme qui a refusé d'abandonner. Au début, ces vaches étaient tout ce qu'il avait. Il se levait avant les coqs, portant des seaux d'eau dans chaque main, aller-retour, jusqu'à ce que ses épaules brûlent. Il coupait de l'herbe avec une vieille machette rouillée sur les collines voisines, glissant parfois, déchirant ses vêtements sur des buissons tenaces. Ses mains devinrent des cartes de souffrance, des lignes entrecroisées, des callosités, des cicatrices qui racontaient des histoires que personne ne demandait à entendre. Pendant que les autres hommes s'asseyaient sous les manguiers à bavarder ou à jouer aux dames, il était dans l'enclos, vérifiant les sabots, nettoyant les plaies, parlant doucement aux animaux comme s'ils étaient de vieux amis qui avaient aussi perdu quelque chose. Il ne buvait pas. Il ne courait pas après les femmes. Il ne se plaignait pas. Il travaillait. Et chaque soir, peu importe l'heure à laquelle il rentrait, il se lavait pour enlever l'odeur de la ferme, entrait silencieusement dans la petite maison et se penchait sur le tapis où dormait sa fille. Il remontait la fine couverture sur ses épaules et la regardait. Parfois, il souriait. Parfois, ses yeux brillaient de larmes. Parfois, il lui chuchotait des histoires, même quand elle était trop jeune pour les comprendre. Des histoires sur le jour où elle n'aurait plus à lutter comme lui, où elle marcherait la tête haute, où sa vie ne serait pas définie par 3 vaches et un cœur brisé. Puis vint l'accident. C'était une journée normale. La chaleur écrasante de la gosse, les cigales hurlant dans les arbres, la poussière s'élevant sous ses pieds. Il était monté sur la colline pour couper de l'herbe fraîche pour le bétail. Il connaissait les rochers. Il connaissait la pente. Il avait gravi ce chemin 100 fois. Mais le destin ne se soucie pas de la familiarité d'un chemin. Un faux pas, une pierre cachée, un instant, et la terre se déroba sous son pied. Il se souvint de la sensation de chute, à la fois lente et rapide. La torsion douloureuse dans son estomac, le craquement sinistre quand l'os rencontra la roche. La douleur remonta dans sa jambe comme un éclair déchirant un arbre. Il resta là, à fixer le ciel, son souffle coincé entre un cri et une prière. On le descendit sur une civière de fortune. Quelqu'un murmura « Cette jambe est finie ». Un autre secouait la tête en disant « Un homme comme lui, comment vivra-t-il s'il ne peut plus marcher ?» L'hôpital fit ce qu'il put, mais les dégâts étaient faits. Sa jambe droite ne serait plus jamais la même. Il marcherait avec de l'aide. Il travaillerait s'il insistait, mais il boiterait toujours, et il aurait toujours mal. La première nuit après son retour de l'hôpital, il resta assis seul devant la maison, ses béquilles appuyées contre le mur, sa jambe palpitant par vagues de douleur. Le bétail était calme. La nuit, non. Dans sa poitrine, 2 voix se battaient. L'une chuchotait « Tu es fini ».
L'autre, obstinée et familière, répondait « Pas encore ». Il pensa à sa fille. Il pensa aux 3 vaches qui étaient devenues 5, puis 7. Il pensa au nombre de fois où il avait promis, silencieusement et à haute voix, qu'elle quitterait un jour ce village, non comme l'enfant d'un pauvre, mais comme quelqu'un dont la vie offrait des choix. Il serra les dents, attrapa ses béquilles et se leva. La douleur était aveuglante. Il faillit tomber. Il faillit crier, mais il resta debout. Pas traîner, pas traîner. Cette nuit-là, il marcha jusqu'à l'enclos juste pour se prouver qu'il en était encore capable. À partir de ce jour, les gens cessèrent de l'appeler simplement Nandi. Ils commencèrent à l'appeler Papa Nandi, avec une révérence née de voir un homme combattre son propre corps et refuser de perdre. La ferme grandit. 3 vaches devinrent 10. 10 devinrent 20. La petite structure en bois devint de vrais enclos. Les acheteurs commencèrent à venir non seulement du village, mais aussi de villes plus lointaines. Il apprit la qualité des aliments, la prévention des maladies, comment reconnaître une vache malade rien qu'à la façon dont elle mâchait ou fixait le vide. Et à ses côtés, toujours à observer, toujours à absorber, il y avait Adaora. Elle grandit dans l'odeur du foin et de la terre mouillée par la pluie, dans le bruit des sabots et des vaches qui meuglaient. Pendant que les autres petites filles du village jouaient avec des poupées en plastique, elle nourrissait les veaux au biberon et posait des questions qui faisaient gratter la tête des hommes adultes. « Papa, pourquoi cette vache ne mange pas ? Papa, pourquoi celle-là a l'œil comme ça ? Papa, est-ce que les vaches peuvent être tristes ? » Parfois, il riait. Parfois, il lui donnait des réponses sérieuses. Parfois, il la regardait simplement et pensait « Celle-là est différente ». Le soir, quand elle s'endormait, épuisé d'avoir couru entre la maison et la ferme, il s'asseyait et regardait ses livres, vieux, usés, parfois manquant de pages, et imaginait plus. Il imaginait un jour où leur viande nourrirait non seulement le village, mais aussi les villes. Il imaginait un logo. Il imaginait des installations modernes et propres, sa fille marchant à travers elles en bottes et blouses de laboratoire, donnant des ordres avec une autorité calme et intelligente. Il imaginait quelque chose de plus grand que lui, mais toujours lié à son nom, à sa sueur, à son histoire. Ce rêve grandit silencieusement, comme une graine sous la terre, attendant la pluie. Et un jour, la pluie vint. Un enseignant du lycée le prit à part et dit « Papa Nandi, ta fille est douée. Elle comprend les animaux d'une manière que je n'ai jamais vue. Elle devrait étudier davantage. Elle devrait aller à l'université. » Le mot « université » semblait trop grand pour sa bouche, trop blanc, trop lointain, trop cher. Mais quand il rentra ce soir-là et vit Adaora penchée sur un manuel de biologie emprunté, les lèvres bougeant tandis qu'elle lisait, les yeux brillants de concentration, la décision fut facile. Il vendit du bétail supplémentaire. Il travailla plus d'heures. Il ignora la douleur dans sa jambe jusqu'à ce qu'elle devienne un simple bruit de fond. Il remplit des formulaires qu'il comprenait à peine. Il demanda de l'aide pour lire les lettres. Il signa son nom d'une main tremblante, mais le cœur ferme. Et enfin, la lettre arriva. Adaora la déplia avec des doigts tremblants. Ses yeux parcoururent les mots. Puis elle leva les yeux vers lui, la voix tremblante. « Papa, j'ai réussi. J'ai été acceptée pour étudier la science animale et la production de bétail bovin à Abuja. » À ce moment-là, alors qu'elle lui jetait les bras autour du cou, que ses larmes trempaient sa chemise délavée, Papa Nandi sut que chaque ampoule, chaque cicatrice, chaque nuit passée seule avec son chagrin et ses vaches avait mené à cela. La fille de Papa Nandi, Adaora, étudia la science du bétail bovin à l'université d'Abuja, dans un monde totalement différent du petit village où elle avait grandi. Des laboratoires brillants, des équipements modernes, des stages dans d'immenses ranchs. Tout se déroulait devant elle comme une porte que son père avait passé toute sa vie à construire de ses propres mains. Le jour où elle traversa la scène pour recevoir son diplôme, quand son nom résonna dans l'auditorium, Adaora ne pensa pas à elle-même. Elle pensa à un homme boitant sur des béquilles, se levant à 4 heures du matin chaque matin pour porter des seaux d'eau pour le bétail. Dans le vent sec d'Abuja, elle chuchota « Papa, ce diplôme est à toi. » Et elle le pensait. Quand elle revint au village, elle ne revint pas seulement avec des connaissances. Elle revint avec une vision. Le vieux ranch usé où elle avait grandi fut transformé complètement, non pas pour construire une marque pour elle-même, mais pour graver le nom de son père sur la plus grande enseigne de la région. À l'entrée du nouveau ranch, les villageois se rassemblèrent pour lire les lettres audacieuses. Ferme de bétail Papa Nandi. Un homme cligna des yeux,
incrédule. Elle l'a vraiment nommé d'après son père. Un autre sourit doucement. Elle lui ressemble, mais elle est plus forte. Adaora n'avait pas seulement donné le nom du ranch à son père. Elle en avait fait le propriétaire officiel de l'entreprise. Quand il signa les papiers, Papa Nandi regarda sa fille, confus et submergé. Ada, c'est trop. Elle posa sa main sur ses doigts fins et calleux. Tout ce que je suis aujourd'hui vient de ta sueur. Cette entreprise sera toujours à toi. Personne dans le village n'avait jamais vu papa pleurer, mais ce jour-là, ses larmes éparses tombèrent sur la table en bois. L'entreprise explosa plus vite qu'il ne l'avait imaginé. Des restaurants d'Anugu, Onisha, même de Lagos, se bousculèrent pour travailler avec eux. Le bétail était élevé selon des procédures strictes qu'Adaora avait apprises à l'école. Des étables propres, des systèmes d'eau automatiques, des visites vétérinaires hebdomadaires. Une chaîne de télévision locale fit même un documentaire, le qualifiant de première ferme de bétail propre aux normes internationales d'ANRA. Mais le succès a toujours un prix. Pour négocier des contrats, assister à des conférences et rencontrer des partenaires internationaux, Adaora devait constamment s'absenter. Cette semaine, Lagos, la semaine suivante, Abuja, puis le Ghana. Peu importe à quel point elle était occupée, peu importe à quel point son emploi du temps était chargé, elle appelait toujours son père le soir. Papa Nandi s'asseyait sur la chaise en bois du porche, appuyé sur sa béquille, ses yeux s'illuminant dès que son téléphone vibrait. « Papa, on a un nouveau partenaire de Lagos. » Il riait fièrement. « Ma fille, tu fais entendre notre nom dans le monde. » Il ne le disait jamais à voix haute, mais au fond de lui, il espérait qu'un jour, elle ralentirait et construirait sa propre famille. Puis, un après-midi tardif, alors que le soleil de la saison sèche peignait le ciel d'un or doux, Adaora appela avec un ton différent, à moitié excité, à moitié nerveux. « Papa, quand je rentrerai ce week-end, je veux te présenter quelqu'un. » Papa était en train de mettre du foin dans la mangeoire quand les mots le firent se figer. Sa béquille glissa légèrement. Un sourire chaud et lent s'étira sur son visage, doux et réconfortant, comme du lait frais et chaud. Quelqu'un de spécial. Adaora gloussa au téléphone. Peut-être. Papa regarda vers les vastes champs où le soleil se couchait derrière les silhouettes sombres du bétail en train de paître. Le vent du soir caressait ses cheveux prématurément gris. En lui, une petite étincelle d'espoir s'épanouit. L'espoir que cet homme aimerait sa fille comme il avait passé toute sa vie à l'aimer. Mais les tempêtes viennent souvent des endroits où on les attend le moins. Et Papa Nandi n'avait aucune idée que la rencontre à venir allait tout changer. Depuis le jour où le ranch était devenu une entreprise à part entière, la vie d'Adaora tournait autour de voyages sans fin, de rapports, de partenaires et de réunions qui s'étiraient tard dans la nuit. Elle ne pensait pas tomber amoureuse pendant une saison aussi chaotique de sa vie, jusqu'à ce qu'elle rencontre Shiki lors d'une conférence sur l'élevage à Lagos. Il apparut comme s'il était sorti tout droit d'une publicité. Une chemise blanche impeccable, juste assez de parfum pour persister dans l'air, un sourire éclatant et des mots aussi lisses que de l'huile sur une poêle chaude. Adaora n'était pas le genre de femme à tomber pour les apparences, mais Shiki possédait quelque chose qu'elle ne pouvait pas résister, une confiance teintée de mystère. Pendant la conférence, il écouta sa présentation sur la production de bœuf propre avec un niveau de concentration rare chez les jeunes hommes. Après qu'elle eut terminé, il s'approcha d'elle. « Tu parles comme quelqu'un qui est né pour ça. » Ce n'était pas du flirt bon marché. La phrase résonna en elle comme la vibration douce d'une corde de guitare touchée au bon moment. Les semaines passèrent et ils parlèrent plus souvent. Les messages qui commençaient par des affaires glissaient naturellement vers des conversations sur la vie. Les appels qui devaient durer 30 minutes s'étiraient sur 2 heures. Adaora, forte, indépendante, toujours composée, se surprit à attendre ses appels chaque soir. Shiki lui dit qu'il avait travaillé dans l'industrie bovine de Lagos, aidant les marques locales à grandir. Il parlait de ses rêves d'étendre le marché du Nigeria, d'ambition et de construire un avenir stable. Tout ce qu'il disait s'alignait parfaitement avec quelqu'un comme Adaora. Et ainsi, la relation s'épanouit discrètement. Pas comme un feu de brousse, mais comme une braise sous la cendre chaude, stable, réconfortante, vivante. Certaines nuits, assise seule dans une chambre d'hôtel à Abuja, elle se chuchotait à elle-même. Peut-être que c'est ce que papa voulait dire. Peut-être que je peux laisser quelqu'un marcher à mes côtés. 1 mois passa, puis 2, puis 3. L'amour entre eux n'était pas bruyant, mais il mûrissait comme une mangue de fin de saison sous le soleil de la saison sèche.
Puis Shike demanda s'il pouvait rencontrer son père. Adaora hésita. Elle savait que son père n'avait qu'un seul trésor dans ce monde, sa fille. Dans le cœur de Papa Nandi, tout homme qui s'approchait d'elle serait mesuré à l'aune du travail, du caractère et de la compassion. Mais elle savait aussi qu'il était temps de franchir l'étape suivante. Papa ne put cacher son excitation en entendant la nouvelle. « Ma fille, tu es amoureuse, hein ?» Il sourit, ce sourire doux qui creusait les rides autour de ses yeux. « Ada, tu as besoin d'un mari pour t'aider à gérer cet endroit. » Ce n'était pas de la pression. C'était le rappel doux d'un homme qui avait assez vécu pour savoir que le bonheur pousse souvent en partageant la vie avec quelqu'un. Adaora rougit, riant sous cape. « Papa, on apprend juste à se connaître. » Mais les yeux de papa disaient qu'il savait bien plus qu'elle ne le pensait. Le jour fut fixé. Shiki conduisit de Lagos au ranch, un long trajet. Pourtant, il se comportait comme s'il entrait dans une réunion qu'il avait déjà gagnée. À son arrivée, il s'arrêta, admirant le paysage. « C'est ton ranch. Impressionnant. » Adaora sourit, la fierté la réchauffant comme la lumière du soleil. Elle le conduisit vers la maison principale, s'attendant à trouver papa assis avec une tasse de thé chaud, réfléchissant à la vie comme il le faisait toujours. Mais le salon était vide. Seules ses béquilles étaient appuyées contre le mur à côté d'une tasse de thé encore fumante. Adaora soupira, pas surprise. Papa doit être dans le ranch. Il ne reste presque jamais assis. Shiki jeta un regard autour de lui, la curiosité scintillant dans ses yeux. Il enleva sa veste, lissa ses cheveux et dit avec assurance. « Va chercher ton père. J'aimerais jeter un coup d'œil au ranch moi-même. » Adaora hésita. Un ranch de bétail n'était pas un endroit pour des chaussures en cuir blanc ou des gens qui ne s'y connaissaient pas, mais Shiki était déjà en train de sortir, affichant un demi-sourire confiant. « Ne t'inquiète pas, je vais bien me débrouiller. » Adaora le regarda s'éloigner, un peu inquiète, mais confiante que tout irait bien. Elle se dirigea vers le bureau où son père gérait habituellement les comptes, notant chaque dépense d'une écriture ferme et soignée. Elle n'avait aucune idée que, en quelques minutes, une découverte allait briser tout ce en quoi elle croyait et déclencher une chaîne d'événements qui changerait la vie de sa famille pour toujours. Shiki entra dans la section du bétail comme s'il payait les salaires de tout le monde. Sa chemise blanche impeccable brillait sous le soleil. Ses chaussures en cuir cher claquaient sur le sol en béton, et ses bras étaient croisés sur sa poitrine, le menton légèrement levé, les yeux balayant de gauche à droite comme s'il possédait les lieux. Les travailleurs échangèrent des regards perplexes. Ils étaient habitués aux hommes en jeans usés, bottes tachées de boue, la sueur coulant dans leur dos, pas à un homme qui se pavanait comme un PDG en inspection. Shiki se promenait lentement, avec arrogance, chaque pas étiré comme s'il inspectait une marchandise, attendant son approbation. Il s'arrêta devant une rangée d'enclos à bétail, plissant le nez à l'odeur. Puis il se pinça les narines entre deux doigts, marmonnant avec dédain. Donc c'est de là que vient tout l'argent. À l'autre bout de la rangée, Papa Nandi était en train de pelleter du fumier de vache. Sa chemise était trempée de sueur. Une béquille était appuyée contre le mur. Sa jambe handicapée l'obligeait à travailler plus lentement que les autres, mais il persévérait, chaque mouvement empreint d'une détermination ferme. Il n'avait aucune idée que quelqu'un se tenait derrière lui, seulement le bruit des vaches respirant et le grattement de sa pelle sur le sol. Shiki le regarda comme on regarderait un ouvrier sans nom à peine digne d'être reconnu. Il s'approcha, son visage se tordant alors qu'il observait le vieil homme utiliser tout son corps pour garder l'équilibre en jetant du fumier dans une brouette. Puis papa se retourna, soulevant la pelle pour lancer la charge vers l'avant. Une petite éclaboussure de fumier atterrit directement sur la chaussure en cuir brillant de Shiki. Juste un peu. Mais pour un homme comme lui, une seule tâche suffisait à déclencher une explosion d'ego. Il recula brusquement le pied, comme si de l'acide avait été projeté sur lui. « Qu'est-ce que... Espèce de vieux bonhomme dégoûtant. Tu sais combien coûte cette chaussure? Tu es aveugle. » Papa recula, les mains tremblantes. Il essaya de parler, d'expliquer, de protéger la dignité qu'il avait acquise par une vie de dur labeur. « S'il te plaît, je n'ai pas fait exprès. » Mais la phrase ne fut jamais terminée. Shiki se jeta en avant. Pousser un homme avec toute sa force est déjà brutal. Pousser un homme debout sur une seule bonne jambe était de la cruauté. Shiki enfonça ses deux mains dans la poitrine de papa. La force n'était pas seulement physique. C'était une insulte.
Une gifle à l'âme d'un homme qui n'avait jamais plié l'échine devant personne. Papa perdit instantanément l'équilibre. Sa béquille était à portée de bras. Ses mains agrippèrent l'air vide, cherchant quelque chose, n'importe quoi. Rien. Seulement le vent et la douleur qui l'attendaient en bas. Il tomba le visage le premier dans le tas de fumier, tout son corps s'effondrant, sa jambe blessée se dérobant sous lui. Un craquement doux vint de son genou, assez aigu pour troubler sa vision. Sa béquille s'écrasa sur le béton avec un écho perçant, comme le son d'un cœur brisé. Shiki resta figé, haletant, sa chaussure sale et son visage rouge de colère et d'embarras. Mais son humiliation n'était rien comparée à la honte qui engloutissait Papa. Papa essaya de se relever. Tout son corps tremblait violemment. L'odeur de fumier, de terre et d'humiliation l'enveloppait comme une couverture lourde et étouffante. Oh! Oh, mon Dieu, ma jambe! Il poussa un cri, un son étouffé et agonisant qui déchira l'air calme du matin. Les travailleurs lâchèrent tout et se précipitèrent. Papa Nandi, qu'est-ce qui s'est passé? Deux hommes le soulevèrent avec précaution, leurs mains soutenant ses épaules, son dos, ses bras tremblants. Un jeune travailleur regarda Shiki avec incrédulité. « Monsieur, qu'est-ce que vous avez fait ?» Shiki resta là, sans voix. Les excuses restaient coincées dans sa gorge comme des pierres. Et Papa serrait sa jambe, les larmes brouillant sa vision, non seulement à cause de la douleur, mais à cause de la honte insupportable d'avoir été traité ainsi sur la terre qu'il avait construite avec son propre sang et ses os. Le bruit venant des enclos à bétail déchira le calme de l'après-midi comme un éclair déchirant le ciel. Adaora était penchée sur son registre dans le bureau quand elle entendit le cri désespéré. « Papa Nandi, quelqu'un, aidez !» Elle se figea. Le stylo glissa de ses doigts. Son cœur se serra comme si un poing invisible l'avait enserré. Elle bondit hors du bureau, ses pieds martelant le béton, la poussière s'élevant derrière chaque pas frénétique. Le vent chaud lui giflait le visage, mais il ne pouvait sécher la peur qui se répandait dans ses yeux. Plus elle courait vers les enclos, plus le chaos devenait fort. Les mugissements du bétail, les cris des travailleurs terrifiés, le bruit de pas lourds courant dans tous les sens. Et puis, la scène qui se déroula devant elle était un cauchemar qu'elle n'aurait jamais cru possible. Papa Nandi était étendu dans un tas de fumier de vache. Sa jambe handicapée était tordue dans une direction qu'aucun membre humain ne devrait jamais prendre. Ses mains tremblantes pressaient contre le sol de ciment, sale alors qu'il essayait en vain de se relever. Et Chic, l'homme en qui elle avait confiance, l'homme qu'elle avait un jour cru pouvoir faire partie de son avenir, se tenait juste devant lui, ses chaussures en cuir tachées de fumier, pointant du doigt son père comme s'il était un criminel. Il criait encore, « Espèce de vieux bonhomme stupide. Tu devrais faire attention à... » Adaora s'arrêta net. Elle ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus bouger. Pendant quelques secondes, le monde entier devint silencieux. Les mugissements des vaches s'estompèrent. Les voix des travailleurs se fondirent dans le néant. L'air se vida dans un vide. Puis son souffle lui revint comme un coup de poing. La stupéfaction dans ses yeux s'enflamma en une tempête de fureur comme elle n'en avait jamais connue. Son cri déchira l'air comme une lame. « Shiki, qu'as-tu fait ?» Toute la cour à bétail se figea. Même les animaux semblèrent retenir leur souffle. Les travailleurs qui aidaient Papa se retournèrent pour la regarder. Shiki sursauta et se retourna. Son visage montrait de l'embarras, mais en dessous couvait toujours cette même irritation qu'il avait essayé de cacher derrière son charme. Ada, ce vieux bonhomme dégoûtant. Elle avança vers lui, chaque pas frappant le sol comme un coup de marteau. Sa voix tranchait ses mots, assez froide pour geler le vent. Ce vieux bonhomme dégoûtant est mon père. La phrase explosa dans l'air comme une bombe. Le corps de Shiki se raidit. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. Autour de lui, les travailleurs le regardaient avec choc et dégoût. Certains serraient les poings, d'autres secouaient la tête, incrédules. Une bourrasque de vent balaya la cour, emportant l'odeur de fumier et de poussière sèche sur le visage de Shiki, mais elle ne pouvait effacer l'humiliation qui lui brûlait la peau. Il balbutia. « Ton père. Je ne savais pas. Ada, je te jure. » Mais Adaora n'entendait plus un seul mot. Ses yeux étaient rivés sur son père. L'homme doux qui n'avait jamais fait de mal à personne. L'homme qui l'avait porté avant qu'elle ne sache marcher. L'homme qui avait construit cette ferme entière avec des mains scarifiées et fatiguées,
maintenant allongée dans du fumier de vache à cause de l'homme qu'elle avait amené ici. Un jeune travailleur, agenouillé à côté de papa, leva les yeux vers Chiki, sa voix tremblant de colère. « Monsieur, comment avez-vous pu le pousser ? Il vous a juste bousculé par accident. » Chiki ne tremblait pas de culpabilité, mais de peur. La peur de la vérité qui le frappait comme un poing. Il regarda Adaora, puis papa, puis chaque visage autour de lui, des visages remplis d'indignation. Et puis, ses excuses s'étranglant dans sa gorge, avec 100 yeux accusateurs plantés en lui, le visage de Chiki devint pâle. Il recula, chancelant. Un pas, puis un autre. Son talon heurta le mur de l'enclos à bétail. Sa respiration devint haletante. La peur l'envahit complètement. Et pour la première fois depuis qu'il avait mis le pied sur la ferme, Chiki ne savait ni où aller ni comment échapper à ce qu'il venait de faire. Chiki se tenait là, le visage vidé de toute couleur, les mains tremblantes alors qu'il essayait de parler. « Ada, écoute. Je ne savais pas que c'était ton père. Je te jure que je ne savais pas. Je suis désolé. C'est un malentendu, mais... » Adaora l'interrompit avec des yeux qui brillaient de larmes, mais tranchants comme une lame. Ce n'était plus une colère explosive, plus le choc du moment. C'était la déception douloureuse de quelqu'un trahi par la personne même qu'elle avait laissé entrer dans son cœur. Un malentendu. Elle fit un pas en avant, sa voix basse et tremblante de retenue. Tu as poussé un vieil homme, un homme handicapé, un homme qui ne t'a rien fait, et maintenant tu appelles ça un malentendu. Chiki ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les travailleurs autour d'eux le regardaient, non seulement avec colère, mais avec le genre d'incrédulité réservé à ceux qui assistent à l'impardonnable. Leurs yeux étaient des flèches s'enfonçant dans sa poitrine. Ils savaient tous qui était Papa Nandi. Cet homme avait été un père, un mentor, une source d'inspiration pour chacun d'eux. Chiki recula. Puis encore. Il regarda sa chaussure, toujours tachée d'une traînée de fumier de vache, comme une marque de honte qu'il ne pourrait jamais effacer. « Ada, s'il te plaît. » Adaora ne le laissa pas finir. « Sors de cette ferme. Et de ma vie. » Sa voix fendit l'air comme un marteau frappant l'acier. Un silence complet s'installa pendant une seconde. Même les vaches semblaient étrangement silencieuses, comme si toute la ferme retenait son souffle. Chiki la regarda, le visage de la femme dont il avait un jour rêvé de passer sa vie, maintenant plus froide qu'il ne l'avait jamais imaginé. Adaora se détourna, ne lui offrant rien de plus, aucune chance de s'expliquer, aucun fil auquel se raccrocher. Son monde, à ce moment-là, n'avait qu'un seul centre, son père. Un travailleur senior, Ikena, posa une main ferme sur l'épaule de papa pour l'aider à se relever. Tout le corps de papa tremblait de douleur. Le fumier de vache collait à ses vêtements, étalé sur son visage, ses mains, même ses cheveux gris. Une femme se précipita avec une serviette. Quelqu'un d'autre apporta un seau d'eau. Ils se rassemblèrent autour de lui, mais rien ne pouvait cacher l'humiliation profondément gravée dans ses yeux. Papa essaya de se tenir sur sa bonne jambe, mais son genou blessé fléchit. Ikena et 2 autres le rattrapèrent rapidement avant qu'il ne tombe à nouveau. Adaora courut vers lui, son cœur battant si violemment qu'il semblait sur le point de se briser. « Papa !» Elle tomba à genoux à côté de lui, serrant ses mains tremblantes comme si elle craignait qu'il ne se brise. Papa la regarda, essayant désespérément de cacher à la fois l'agonie de son corps et l'humiliation qui rongeait son âme. Il ne voulait pas qu'elle le voie ainsi, faible, sale, renversé comme un homme sans valeur. Mais son corps le trahissait. Une nouvelle vague de douleur remonta dans sa jambe, faisant tressaillir ses épaules. « Ça va, Ada. Je vais bien. » Il essaya de parler, mais sa voix était tremblante et brisée. Mais Adaora voyait tout, pas seulement la douleur qu'il essayait de cacher, mais le genre d'humiliation qu'il n'avait jamais connu dans toute sa vie honnête et travailleuse. Elle tourna la tête vers Chiki, le regardant droit dans les yeux. Ses yeux n'étaient plus ceux d'une amante blessée, mais ceux d'une guerrière défendant son sang. Chiki baissa les yeux. Il essaya de dire quelque chose, n'importe quoi, mais les mots ne vinrent pas. Ils restèrent coincés dans sa gorge comme des pierres. Les travailleurs autour d'eux restaient silencieux mais fermes, formant un mur invisible qui l'empêchait de s'approcher de papa. Et Chiki comprit. Il n'avait plus sa place ici. Il n'avait plus sa place auprès d'elle. Et il n'y aurait aucune rédemption pour ce qu'il avait fait. Enfin, dans ce lourd silence étouffant, il se retourna et s'éloigna. Chaque pas lent, alourdi,
portant une honte qu'il n'oublierait jamais. Alors que sa silhouette disparaissait derrière la grange à bétail, Adaora se rapprocha de son père, enroulant doucement ses bras autour de lui, ses mains tremblant de peur et d'un chagrin profond. Sa voix se brisa, se transformant en sanglots. « Papa, je suis tellement désolée. J'aurais dû être là. » Cette nuit-là, Anra semblait plus sombre que d'habitude. Pas de lune, pas de réverbère, seulement le bruit des insectes se mêlant au lourd silence du vent. Dans la petite maison derrière la ferme, Adaora était assise à côté de son père, ses mains tremblantes essorant un linge chaud. Elle nettoyait délicatement chaque tache sur sa chemise, chaque traînée sur son visage, chaque trace de saleté et de fumier accrochée à ses épaules. Personne ne parlait. Seul le frottement doux du linge contre la peau et la respiration laborieuse de papa Nandi remplissaient l'air. La lampe jaune projetait une lueur chaude sur ses yeux, des yeux qui avaient été forts et stables toute sa vie, mais qui portaient maintenant une douleur qu'aucun père ne devrait jamais endurer. Adaora lui caressa la joue. « Papa, s'il te plaît. Je suis tellement désolée. » Papa secouait la tête, forçant un petit sourire. « Ada, tu n'as rien fait de mal. Les vaches ont besoin de soins. Les gens, eh bien, certains sont bons, d'autres sont mauvais. J'en ai rencontré de toutes sortes. » Mais Adaora savait. Aucun mot doux ne pouvait effacer l'humiliation qu'il avait subie. Elle baissa la tête, des larmes coulant silencieusement sur les ecchymoses de son bras. Il leva une main tremblante pour essuyer son visage, toujours chaud, toujours tendre, de la même manière qu'il la tenait quand elle était petite. Alors qu'Adaora nettoyait le gonflement autour de son genou, son téléphone vibra. Un nom apparut à l'écran, Shiki. Sa gorge se serra. Elle sortit, se tenant debout sur le porche tandis qu'elle répondait. À l'autre bout du fil, la voix de Shiki était frénétique, tremblante. « Adaora, s'il te plaît, écoute-moi. J'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je ne savais pas que c'était ton père. J'ai perdu mon sang-froid. Je t'aime. Ne mets pas fin à tout ça. Je suis désolée. » Adaora ferma les yeux. 1 seconde. 2. 3. Puis elle les rouvrit. Froide, stable, inébranlable. Shiki. Sa voix était calme, mais chaque mot claqua comme une porte qu'il ne rouvrirait jamais. Un homme qui ne respecte pas l'homme qui m'a élevé ne peut pas marcher à mes côtés. Un silence s'abattit sur la ligne comme un mur de briques. Elle raccrocha. Pas de tremblement, pas d'hésitation, pas de regret. Cet homme, avec toute son arrogance, son tempérament et son ego plus grand que son respect, avait lui-même claqué la porte de son propre avenir. Les jours qui suivirent, Adaora mit tous les projets internationaux en pause. Elle resta à la ferme, non pas pour les affaires, mais pour son père. Avant le lever du soleil, elle se levait pour cuisiner pour papa, puis rejoignait les travailleurs dans les étables. Ses vêtements se salissaient, ses cheveux sentaient le foin, ses mains noircissaient sous le soleil, et pourtant, elle se sentait plus en paix qu'elle ne l'avait été depuis des années. Plus d'une fois, papa demanda doucement à Adaora, « Combien de temps comptes-tu faire tout ça ?» Elle sourit, chaleureuse mais ferme. « Aussi longtemps que nécessaire. Aussi longtemps que ça signifie que tu n'auras plus à soulever quoi que ce soit de lourd. » Il soupira, la fierté et l'inquiétude se mêlant dans ses yeux. « Ma fille, je ne veux pas devenir un fardeau. » Adaora serra sa main. « Tu n'as jamais été un fardeau. Tu es le fondement de toute ma vie. » Et elle le pensait. Peu après, Adaora investit dans de nouveaux équipements, des collecteurs de fumier automatiques, des pompes à eau, un système de nettoyage complet. Papa regardait chaque machine moderne avec émerveillement et émotion discrète, comme s'il voyait enfin ses propres rêves prendre forme. Un après-midi, Adaora rassembla les travailleurs. Elle leur demanda d'enlever la vieille enseigne en bois à l'entrée. Elle était là depuis des années, penchée, délavée, les lettres à peine visibles. Elle regarda tandis qu'on la retirait. Papa s'approcha lentement avec sa béquille, fronçant les sourcils. « Ada, tu changes l'enseigne. » Elle sourit doucement, le genre de sourire qui portait à la fois amour et conviction. « Oui, je pense qu'il est temps qu'elle soit écrite comme elle le mérite. » Un jeune travailleur ouvrit une longue caisse en bois. À l'intérieur se trouvait une nouvelle enseigne, solide, belle, robuste, brillant comme une déclaration. Papa tendit la main avec des doigts tremblants et toucha les mots gravés. Ferme de bétail Papa Nandi bâtie sur la sueur, l'amour et l'honneur. Ses doigts reposèrent sur son nom, Papa Nandi,
comme s'il touchait sa propre jeunesse. Toutes les années payées en sueur, en cicatrices et en une jambe qui ne fonctionnait plus comme avant. Ses yeux brillèrent. Il se tourna vers sa fille. « Adaora, tu as vraiment nommé l'entreprise d'après moi. » Elle hocha la tête, son sourire doux comme la brise du soir. « Tu l'as construite bien avant que je ne le fasse. Je ne fais que continuer ce que tu as commencé. » Papa inspira profondément, essayant de cacher ses larmes, mais sa voix le trahissait, tremblante. « Ada, ma fille. » Elle fit un pas en avant, l'enlaçant, posant sa tête sur sa poitrine, comme quand elle était petite. « Papa, je suis tellement désolée. J'aurais dû être là. » Et dans ce moment silencieux, sous le doux crépuscule d'Anra, père et fille se serrèrent l'un contre l'autre, non seulement dans le chagrin, mais dans un amour inébranlable. Certaines blessures ne vivent pas sur la peau. Elles vivent profondément dans le cœur, l'endroit qui met le plus de temps à guérir. L'histoire de Papa Nandi nous rappelle que le respect n'est pas seulement dû aux jeunes ou aux forts. Les personnes âgées, celles qui ont sacrifié toute leur vie, méritent la gentillesse, la gratitude et la dignité. Nous ne serons pas toujours là pour protéger ceux que nous aimons, mais nous ne devons jamais permettre à quiconque de les manquer de respect en silence. Et n'oubliez jamais, la vraie force ne se mesure pas à la puissance de la voix, mais à la douceur avec laquelle nous traitons ceux qui sont plus faibles que nous. L'amour n'est pas que des mots. C'est une action. Ne laissez jamais la fierté aveugler votre cœur. Surtout, chérissez les personnes qui vous ont élevé, car elles sont le fondement de chaque bonne chose dans votre vie.